puisque les femmes ne peuvent pas à la fois avoir des carrières et des enfants, et qu'aujourd'hui un couple sur deux finit en divorce, eh bien c'est trop risqué de privilégier les enfants, et donc elles en font moins. Bonjour Emmanuelle Auriol. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école d'économie de Toulouse et membre du conseil d'analyse économique pour lequel vous avez produit une note qui s'appelle « Égalité homme-femme, une question d'équité, un impératif économique ». Dans ce rapport, on voit qu'il y a un net ralentissement de la réduction des inégalités depuis à peu près 10 ans en termes de salaire. À combien s'évalue cet écart aujourd'hui et quelles sont les conséquences de cet écart? Alors cet écart en fait plafonne un peu à 30%. Donc en moyenne, les femmes gagnent 30% de moins que les hommes, elles ont des revenus plus faibles. Et les conséquences de cet écart sont très importantes parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femmes participent moins au marché du travail, en moyenne. Et donc, à talent égal, on va avoir des hommes moins doués que les femmes. Ça veut dire que dans la société, les Marie Curie restent à la maison pendant que des gens peut-être moins compétents vont faire de la recherche. Et ça, c'est évidemment très dommageable en termes de croissance pour notre pays, sans parler des problèmes d'équité que cela représente entre les genres. Vous parlez de conséquences sur la croissance du pays, c'est-à-dire sur le PIB? Tout à fait, oui, oui, puisque dans le PIB, 2/3 du PIB, c'est des revenus du travail. Donc quand vous enlevez des travailleurs, forcément ça a des conséquences sur la croissance, sur la richesse d'une nation. Et de ce fait, d'enlever des femmes qui sont douées, qui sont compétentes, qui pourraient contribuer par leur action à l'économie, ça a des coûts sociaux. Alors, vous insistez sur le rôle de l'école dans la formation de ces inégalités. Ça commence dès le CP. Est-ce que vous pouvez nous développer cette idée, ce constat? L'école est un creuset de ces inégalités, puisque quand les filles rentrent au CP, elles sont aussi bonnes que les garçons en mathématiques. En fin de CP, elles ont déjà décroché. Et le pire, c'est que quand on regarde par niveau en maths à l'entrée du CP, celles qui décrochent le plus, c'est les plus douées, c'est-à-dire c'est le 1% les plus doués en maths, c'est celles qui ont le plus décroché. Donc très très clairement, c'est l'enseignement des maths qui pêche dans notre pays. Alors on le voit au niveau de Teams, puisque ça pêche aussi sur les petits garçons, mais c'est pire pour les filles. Et ça, c'est dramatique, d'abord parce qu'on manque de scientifiques, mais aussi parce que ça va être un facteur d'inégalité salariale très important dans le futur. Comment on explique le fait qu'on ne soit pas bon pour enseigner les maths? Alors ça, c'est très intéressant. Je n'ai pas d'explication totalement construite, mais ce que je sais, en fait, c'est que depuis quelques années, c'est les gens qui sont chargés d'enseigner les mathématiques à l'école primaire, puisqu'on a vu que c'est à l'école primaire que les dégâts se causent. En fait, ces gens-là, c'est essentiellement d'abord des femmes qui n'ont pas fait de mathématiques elles-mêmes. Donc elles ont, si on regarde l'origine des études des enseignantes de primaire, elles viennent en général de fac de lettres. Et c'était des personnes qui n'aimaient pas les mathématiques. Or, vous ne pouvez pas enseigner quelque chose correctement si vous ne l'aimez pas, et je pense que leurs biais se transmettent plus aux petites filles qu'aux petits garçons. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est de créer des brigades de profs de maths, ils feront que ça, bien payés, et donc ils auront des diplômes en mathématiques, qui seront formés pour ne pas mettre des biais dans leur façon d'enseigner vis-à-vis des petites filles et vis-à-vis des petits garçons, et de ce fait, couvriront tous les niveaux d'enseignement du primaire. Ils feront que ça, ils seront spécialisés en maths. La maternité ressort comme un facteur très déterminant dans l'écart salarial. Quand les enfants arrivent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les femmes sont attendues, il est attendu par la société que les femmes s'occupent des enfants. Voilà, c'est ça qui est dans le schéma mental général. De ce fait, elles l'internalisent aussi et elles vont prendre des tas de stratégies pour pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais peut-être me retirer du marché du travail pendant quelques années pour rester à la maison et m'occuper de mes enfants. Je vais me mettre à temps partiel. Par exemple, je ne travaille pas le mercredi, parce que comme ça, je peux m'occuper de mes enfants. Je vais changer d'emploi. Si j'avais un emploi qui était très exigeant, avec des perspectives très, très ambitieuses, mais qui demandent de ce fait de se déplacer souvent, d'être avec des réunions tard le soir, ou être disponible, ça ne me va plus, donc je vais changer d'emploi et je vais prendre quelque chose où je vais privilégier la flexibilité plutôt que le salaire ou les perspectives de carrière. Ces choix-là conduisent les femmes à avoir une baisse de leur revenu par rapport à une femme qui n'aurait pas eu d'enfant de 38%. C'est très persistant dans le temps et on ne rattrape jamais. En fait.
Parce qu'une fois qu'on a décroché comme ça, on ne va pas revenir dans le 10 ou 15 ans après sur un profil de carrière comme si on n'avait jamais cessé, ou en tout cas comme si on n'avait jamais diminué son intensité de travail. Donc ça, c'est un très mauvais équilibre. Et alors on pourrait penser, oui, ben c'est biologique, c'est l'allaitement. Mais pas du tout, puisque les couples qui adoptent font exactement la même chose. Voilà. C'est pas non plus une spécialisation selon des avantages comparatifs, c'est-à-dire que dans des couples où la femme au départ gagne plus que l'homme, c'est quand même elle qui va faire ces ajustements. La troisième brique dont vous parliez, c'est donc l'organisation finalement de la carrière, du temps de travail avec ce fameux temps partiel. Oui, alors la façon dont on gère sa carrière a des conséquences à long terme. La question, c'est comment on fait pour changer d'équilibre. Alors peut-être c'est pas possible, on pourrait se dire c'est universel. Pas du tout. Il y a une très très grande variance sur la Terre, sur les normes vis-à-vis de la maternité, vis-à-vis de la parentalité. Et donc les pays d'Europe du Nord, sans surprise, sont beaucoup plus égalitaires que par exemple le Japon. Et ça a des conséquences sur la natalité dans un pays. Donc on appelle ça le child penalty en anglais. Et c'est le fait que, puisque les femmes ne peuvent pas à la fois avoir des carrières et des enfants, et qu'aujourd'hui un couple sur deux finit en divorce, eh bien c'est trop risqué de privilégier les enfants, et donc elles en font moins. Si vous ne pouvez pas faire les deux, certaines vont faire que des enfants, mais c'est très risqué, d'autres vont faire plutôt des carrières, et vous aurez au final moins d'enfants. Donc dans des pays comme l'Europe, qui sont en train de disparaître, ou le Japon, c'est encore pire, il n'y aura plus de japonais dans quelques années, si on veut maintenir une certaine natalité, donc si on veut du réarmement démographique, il faut encourager les femmes à faire des enfants, mais pour ça, il faut que ce soit possible de faire enfants et carrière. Et donc, vous aviez évoqué le fait de donner des congés paternité, de les étendre au père. Nous, on pense que c'est ça la solution. C'est une meilleure société. D'ailleurs, les hommes jeunes veulent passer du temps avec leurs enfants. Ils sont différents des anciens papas. Et moi, je pense que c'est bien mieux, à la fois pour le développement des enfants et pour l'équilibre collectif. Si les hommes s'impliquent autant que les femmes au moment de la naissance des enfants, il n'y aura plus de child penalty pour les femmes. Vous évoquez un big push qui serait nécessaire pour inverser durablement la tendance, c'est-à-dire de mettre en œuvre en même temps plusieurs mesures et pas faire une mesure par-ci, une mesure par-là. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ce big push? Comment ça pourrait concrètement se mettre en place? Les briques très importantes, c'est cette ségrégation absolument incroyable sur les matières à l'école. Ça ne va pas du tout. Vraiment, c'est un problème pour notre pays dans son ensemble. On manque de scientifiques. C'est là que se joue l'avenir de la planète, dans la recherche et le développement scientifique. Et de ce fait, il faut absolument encourager à la fois les petites filles et les petits garçons à faire des maths. C'est possible, mais déjà, il faut réformer la façon dont on le fait en primaire. Ensuite, alors, des choses qui marchent très très bien pour encourager les filles à faire des sciences, c'est les rôles modèles. Donc, c'est présenter à des jeunes filles des femmes qui font des sciences et qui sont heureuses. Heureuses. Pas des chercheuses frustrées qui ont trouvé ça très dur, qu'il a fallu se battre comme des chiennes. Alors ça c'est pas un bon modèle. Mais par contre, des chercheuses très heureuses, qui sont bien dans leur peau, qui ont des carrières qui leur plaisent, ça vous pouvez tout à fait le présenter à des jeunes filles. Elles se projetteront, elles se diront, moi je veux faire le même métier. Donc ça fait partie d'un bloc. Et l'autre bloc, ce qui est très dur à changer, mais qui est possible, c'est les relations, c'est les attentes de la société sur qui s'occupe des enfants. Donc il faut des places en crèche. Il faut des modes de garde pour que tout le monde puisse travailler. Il faut allonger le congé paternité pour que les hommes s'impliquent davantage et que ça soit naturel que les deux parents sont aussi importants pour le développement d'un enfant que la mère. Enfin, ça, c'est une idée un peu moyenâgeuse, ça. Et informer les femmes aussi des conséquences, à mon avis, de leur choix. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent « je me mets en retraite de 3 ans, mais c'est pas grave ». En fait, c'est assez grave. Et donc, si on le fait, il faut le faire en connaissance de cause. Et finalement, alors un dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est les négociations salariales, qui sont aussi une brique dans les inégalités. C'est-à-dire à travail égal, temps de travail égal, salaire, elles n'ont pas le salaire égal. Mais une des causes d'inégalité, c'est que quand vous rentrez dans certaines entreprises, notamment privées, vous négociez votre salaire. Et il ne faut pas vous faire d'illusions, l'employeur, il n'a pas envie de vous donner beaucoup d'argent, et le moins possible, c'est bien. Et il s'avère que les femmes ne savent pas bien négocier. Alors on pouvait penser, c'était des explications qu'on nous a données, oui, c'est parce qu'elles n'aiment pas l'argent, ou elles n'aiment pas la compétition, ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça, c'est qu'elles n'ont pas l'information. Comme elles sont minoritaires dans les couches supérieures de la société, notamment les postes à responsabilité dans les entreprises, l'information circule moins bien pour elles. Donc,
une des mesures qu'a pris l'Europe et qui est très, très saine, c'est d'afficher les fourchettes des salaires. Au moins, vous savez à peu près combien les gens sont payés. Du coup, ça vous permet d'avoir une base de référence et de pouvoir demander un salaire qui est en adéquation avec ce que les autres touchent. Donc tout ça, voilà, c'est du travail. On voit bien que c'est à différents étages, mais c'est très important de le faire parce que sinon, on n'aura plus d'enfants et on perd voilà, des scientifiques, du talent pour notre pays. Merci beaucoup.